L'armée allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, était une force militaire puissante et redoutable, qui a conquis une grande partie de l'Europe et a mené une guerre totale contre les Alliés. Elle était composée de 3 branches, l'armée de terre, la Heer, la marine de guerre, la Kriegsmarine, et l'armée de l'air, la Luftwaffe. Elle était dirigée par Adolf Hitler, qui avait le titre de commandant en chef des forces armées du Reich. L'armée allemande a déclenché la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne le 1er septembre 1939, avec la complicité de l'Union soviétique. Elle a ensuite vaincu successivement la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, la Yougoslavie et la Grèce en 1940. Elle a aussi combattu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Italie. Elle a attaqué l'Union soviétique le 22 juin 1941, mais a été arrêtée aux portes de Moscou, puis repoussée à Stalingrad et à Koursk. Elle a subi de lourdes pertes sur le front de l'Est face à la résistance acharnée de l'armée rouge. L'armée allemande a aussi dû faire face à l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Elle a été bombardée par l'aviation alliée qui a visé ses centres industriels, ses infrastructures et ses villes. Elle a pu empêcher le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 par les forces anglo-américaines qui ont ouvert un second front en Europe de l'Ouest. Elle a bien tenté une dernière offensive dans les Ardennes en décembre 1944, mais a échoué. Elle a finalement été vaincue et occupée par les Alliés en mai 1945. L'armée allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, a été impliquée dans de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sous l'influence idéologique du nazisme. Elle a participé à la persécution et à l'extermination des Juifs, des Tziganes, des Slaves, des communistes, des résistants et des opposants politiques. Elle a commis des massacres, des pillages, des viols et des tortures sur les populations civiles des pays occupés. Elle a collaboré avec les unités paramilitaires du parti nazi, comme les SS, les SA et la Gestapo, qui étaient chargés de la répression et de la terreur. Longtemps, la Wehrmacht a semblé inarrêtable, traçant un chemin de dévastation et de conquête à travers le continent. Mais quel était le secret de leur terrifiante force et comment ont-ils réussi à changer à jamais le visage de la guerre? Dans cette vidéo, nous étudierons les rouages de la machine de guerre nazie et nous verrons quels secrets se cachaient réellement derrière leur formidable puissance. Des secrets qui semblent liés à des innovations technologiques qui leur ont permis de se propulser à l'avant-garde du conflit mondial. Bon visionnage. J'ai toujours été curieux de connaître mes origines et mon histoire familiale. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser MyHeritage qui m'a permis de réaliser plusieurs choses. À commencer par la création de mon arbre généalogique. Grâce à MyHeritage, j'ai pu ainsi saisir les informations que je connaissais sur mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Le moteur de recherche m'a ensuite proposé des suggestions de correspondance avec d'autres utilisateurs qui partageaient des ancêtres communs avec moi. De ce fait, j'ai pu rapidement compléter mon arbre généalogique et remonter jusqu'au XVIIIe siècle, soit sur 8 générations. Également, je suis parvenu à retrouver très facilement les actes de naissance de mes ancêtres. En effet, grâce à MyHeritage, j'ai pu accéder à des millions de documents historiques, comme les registres paroissiaux ou bien les recensements. J'ai donc retrouvé certains actes de naissance de mes ancêtres qui m'ont révélé leur nom, leur date et leur lieu de naissance, leur profession également, ou bien leur situation familiale. J'ai pu ainsi en apprendre plus sur leur vie et leur contexte historique, et notamment le prénom de l'une de mes arrière-grand-mères, une certaine Barbe, ça ne s'invente pas, née en 1830 et dont l'acte de naissance de son fils révèle qu'il est né de père inconnu, ce que même ma famille ignorait. Acte de naissance retrouvé scanné sur le site et parfaitement lisible. La recherche est d'une simplicité enfantine et on se prend très rapidement au jeu au fur et à mesure que l'on remonte le fil du temps. Pour ma part, je suis remonté jusqu'en 1758, date de naissance de mon ancêtre dénommé Simone Francesco. D'autre part, j'ai pu également améliorer la qualité de vieilles photos en noir et blanc ou bien les animer. Grâce à MyHeritage, j'ai donc donné une seconde vie à mes vieilles photos de famille qui étaient abîmées, floues ou bien décolorées. L'application m'a permis de les restaurer, de les coloriser, de les améliorer et même de les animer.
J'ai pu ainsi voir mes ancêtres sourire, cligner des yeux ou bien bouger de la tête. C'est comme si je les rencontrais en personne. En conclusion, l'application MyHeritage a été pour moi une expérience enrichissante et émouvante qui m'a permis de découvrir mes racines, de retracer mon histoire familiale et de me rapprocher de mes ancêtres. Encore merci à MyHeritage, dont je ne peux que vivement recommander l'utilisation, surtout si vous êtes passionné par la généalogie et que vous souhaitez découvrir vos origines, votre histoire familiale et vos ancêtres. En ce moment, MyHeritage vous propose une promotion exceptionnelle, en l'occurrence 50% de réduction sur l'offre Premium, qui vous donne accès à des fonctionnalités avancées comme la recherche intelligente, les collections exclusives, le support prioritaire et bien plus encore. Avec l'offre Premium, vous pourrez trouver des parents éloignés, enrichir votre arbre généalogique et revivre vos souvenirs. Pour bénéficier de cette promotion, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site de MyHeritage et de choisir l'offre Premium. Vous profiterez alors d'un essai gratuit de 14 jours, soit une économie de 50%. À noter que vous pourrez annuler à tout moment sans engagement. Alors, ne tardez pas trop longtemps. La suprématie technologique de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale est un sujet complexe et controversé qui dépend de plusieurs facteurs tels que le type d'armes, le domaine d'opération, la période considérée et la comparaison avec les forces alliées. Il n'existe pas de réponse simple et définitive à cette question, mais on peut essayer de l'aborder sous différents angles. D'une part, il est indéniable que l'armée allemande a bénéficié du réarmement secret et illégal de l'Allemagne, commencé dès les années 1920, en violation du traité de Versailles de 1919, qui limitait les effectifs, les matériels et interdisait une force aérienne. Elle a apporté de nombreuses innovations tactiques, notamment dans l'emploi combiné des chars d'assaut et de l'aviation, conçus par le général Heinz Guderian. Elle a aussi utilisé la stratégie de la guerre éclair, la Blitzkrieg, qui consistait à percer le front ennemi par des attaques rapides et coordonnées, et à encercler et anéantir les forces adverses. Elle a également développé des armes nouvelles et performantes, comme les sous-marins équipés du tube Schnorchel, qui permettaient de recharger les batteries sans faire surface, les missiles guidés V1 et V2, les premiers avions à réaction ME-262 ou encore la bombe volante HS-293. Le V1 de l'allemand Vergeltungswaffe, arme de représailles, est une bombe volante et le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique. Le V1 est utilisé du 13 juin 1944 au 29 mars 1945 contre le Royaume-Uni, mais également contre la Belgique, principalement le port d'Anvers pendant l'hiver 1944-1945. Le V1 est propulsé par un pulsoréacteur et peut transporter 500 kg d'explosifs à une distance de 250 km. Sa vitesse est d'environ 650 km/h et son altitude de croisière est de 3000 mètres. Son guidage est assuré, lui, par 3 gyroscopes reliés à un pilote automatique primitif. Le V2 est quant à lui le premier missile balistique de l'histoire. Il est mis au point par Werner von Braun et son équipe à Peenemünde. Le V2 est utilisé du 8 septembre 1944 au 27 mars 1945 contre Londres, Anvers et diverses autres villes. Le V2 atteint une altitude de 100 à 120 km et une vitesse de 5000 km/h et lâche une tonne d'explosifs sur des objectifs distants à 350 km. Sa propulsion s'effectue grâce à un moteur fusée fonctionnant à l'alcool et à l'oxygène liquide. Son guidage est rudimentaire, l'engin décolle verticalement puis s'incline à 40 degrés dans la direction voulue. La combustion est coupée au sol par radio à 50 km d'altitude. Le ME-262 de l'allemand Messerschmitt est le premier avion de chasse à réaction opérationnelle de l'histoire. Il a été conçu par Willy Messerschmitt et vole pour la première fois en juillet 1942. Il entre en service en avril 1944 et est utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Le ME-262 est propulsé par 2 turboréacteurs Junkers Jumeaux 004 et peut atteindre une vitesse de 870 km/h. Il est armé de 4 canons de 30 mm et peut emporter 2 bombes de 250 kg ou 24 roquettes de 55 mm. Il est supérieur aux avions alliés de l'époque, mais il souffre de problèmes de fiabilité, de manque de carburant, de pièces détachées et enfin de la vulnérabilité de ses bases. Le HS-293 de
de l'allemand Henschel, est une bombe planante téléguidée spécialement développée pour la lutte anti-navire. Le HS-293 est conçu par Herbert Wagner et vole pour la première fois en 1940. Il est utilisé à partir de 1943 contre les navires alliés en Méditerranée, dans l'Atlantique et dans la Manche. Il est largué depuis un avion à une altitude de 1400 mètres et à une distance de 15 km de la cible. Il est propulsé par un moteur fusée Walter HWK 109-507 et peut atteindre une vitesse de 600 km/h. Il est guidé par un opérateur à bord de l'avion lanceur qui utilise un joystick et un émetteur radio pour contrôler ses ailerons. Il peut transporter 300 kg d'explosifs. Les tanks Panzer allemands sont des véhicules blindés et armés qui ont joué un rôle majeur dans la stratégie militaire de l'Allemagne nazie. Le terme Panzer vient de l'allemand Panzerkampfwagen, qui signifie véhicule de combat blindé. Les Panzers ont été utilisés pour la première fois en grand nombre lors de l'invasion de la Pologne en 1939, puis dans la campagne de France en 1940, où ils ont permis de réaliser la fameuse Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui consistait à percer le front ennemi avec des colonnes rapides et mobiles appuyées par l'aviation. Les Panzers allemands ont évolué au cours de la guerre en fonction des besoins et des adversaires. Au début, ils étaient plutôt légers et peu blindés, comme le Panzer I et le Panzer II, mais ils étaient supérieurs aux chars français et britanniques en termes de communication et de coordination, ainsi que de tactique. Les principaux modèles étaient le Panzer III, destiné à combattre les autres chars, et le Panzer IV, équipé d'un canon de 75 mm pour appuyer l'infanterie. Ces deux modèles ont été produits en grande série et ont constitué l'ossature des divisions blindées allemandes jusqu'à la fin de la guerre. Lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941, les Panzers allemands ont rencontré un adversaire redoutable, le T-34 soviétique, qui était plus rapide, mieux blindé et mieux armé que les chars allemands. Pour faire face à cette menace, l'Allemagne a développé le Panther, ou Panzer V, qui était inspiré du T-34 et qui était considéré comme l'un des meilleurs chars de la guerre. Le Panther était doté d'un canon de 75 mm à haute vélocité, capable de percer le blindage des chars soviétiques à longue distance, et d'un blindage incliné qui augmentait sa résistance aux impacts. Le Panther a été produit à plus de 6000 exemplaires et a été utilisé sur tous les fronts. L'Allemagne a également conçu des chars lourds comme le Tiger ou le Panzer VI, qui étaient équipés d'un canon de 88 mm redoutable contre les chars et les fortifications ennemies. Le Tiger était très puissant, mais aussi très coûteux, très lourd et très gourmand en carburant. Il a été produit en environ 1300 exemplaires et a été utilisé principalement sur le front de l'Est. Le successeur du Tiger était le Tigre Royal, ou Königstiger, qui était encore plus lourd et plus blindé, mais aussi plus lent et plus vulnérable aux pannes. Il a été produit à environ 500 exemplaires et a été utilisé lors des dernières batailles de la guerre. Les Panzers allemands ont eu un impact considérable sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, en permettant à l'Allemagne de remporter de nombreuses victoires, mais aussi en provoquant la réaction des Alliés, qui ont amélioré leurs propres chars et leur aviation. Les Panzers allemands ont aussi marqué l'histoire de la technologie militaire en introduisant des innovations comme la suspension à barre de torsion, le blindage incliné, la tourelle rotative, le système de vision nocturne ou bien le canon sans recul. Les Panzers allemands sont devenus des symboles de la puissance et de la brutalité du régime nazi, mais aussi de la bravoure et de la compétence de leurs équipages. La Blitzkrieg, ou guerre éclair, est le nom donné à la tactique militaire offensive utilisée par l'Allemagne nazie lors de ses premières campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Elle consistait à concentrer des forces motorisées, chars, avions, camions, en un point précis du front ennemi, pour le percer rapidement et profondément, en désorganisant son dispositif de défense et en détruisant ses moyens de communication et de ravitaillement. L'objectif était d'obtenir une victoire décisive en un temps limité, en évitant une guerre d'usure coûteuse en hommes et en matériel. La Blitzkrieg n'était pas une stratégie élaborée à l'avance par les chefs militaires allemands, mais plutôt le résultat d'une adaptation aux circonstances et aux opportunités. En effet, l'Allemagne nazie était consciente de sa faiblesse économique et industrielle face aux puissances alliées et cherchait donc
à éviter une guerre longue et incertaine. Elle disposait cependant de quelques atouts, comme une armée bien entraînée, disciplinée et motivée, une industrie mécanique performante et une doctrine de commandement souple et décentralisée qui favorisait l'initiative et la réactivité des chefs de terrain. La Blitzkrieg a été mise en œuvre pour la première fois lors de l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Les forces allemandes, appuyées par l'aviation, ont déferlé sur le territoire polonais en utilisant les routes et les ponts pour avancer rapidement. Les troupes polonaises mal équipées et mal coordonnées n'ont pas pu résister à la puissance de feu et à la mobilité des panzers qui ont atteint Varsovie en moins d'un mois. La Pologne a capitulé le 27 septembre après avoir subi de lourdes pertes humaines et matérielles. La Blitzkrieg a été réutilisée lors de la campagne de France en mai-juin 1940. Les forces allemandes ont contourné la ligne Maginot qui protégeait la frontière franco-allemande en passant par la Belgique et les Ardennes. Elles ont ensuite traversé la Meuse, enfoncé le front français et atteint la Manche en encerclant une partie de l'armée française et du corps expéditionnaire britannique. La France a demandé l'armistice le 17 juin après avoir été débordée et démoralisée par la rapidité et la brutalité de l'offensive allemande. La Blitzkrieg a connu ses limites lors de l'opération Barbarossa lancée le 22 juin 1941 contre l'Union soviétique. Les forces allemandes ont d'abord progressé rapidement sur le territoire soviétique en infligeant de lourdes défaites à l'armée rouge. Mais elles se sont heurtées à la résistance acharnée des soviétiques, à l'immensité du territoire, aux difficultés logistiques, au climat rigoureux et à la contre-offensive hivernale de l'ennemi. La Blitzkrieg a échoué à atteindre ses objectifs stratégiques comme Moscou ou Leningrad et a marqué le début du tournant de la guerre. La Waffen-SS est la branche militaire de la Schutzstaffel-SS, l'organisation paramilitaire du groupe nazi, dirigée par Heinrich Himmler. Elle est créée en 1940 à partir de la fusion de plusieurs unités de la SS, comme la SS Wehrführungstruppe, la SS Totenkopf-Verbände ou la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Elle est conçue comme une armée raciale et politique, soumise à de sévères critères de sélection et d'endoctrinement idéologique. Elle est censée supplanter un jour la Wehrmacht, l'armée régulière allemande jugée trop conservatrice et peu fidèle au régime nazi. La Waffen-SS joue un rôle important dans l'effort de guerre allemand en participant à de nombreuses opérations militaires sur tous les fronts, sauf en Afrique du Nord. Elle dispose d'unités spécialisées comme des divisions blindées, des divisions de montagne, des divisions de parachutistes ou des divisions de cavalerie. Elle est réputée pour sa combativité, sa discipline et sa loyauté envers Hitler, mais aussi pour sa brutalité, sa cruauté et ses crimes de guerre. Elle est impliquée dans la répression des partisans, dans la lutte contre les Juifs et les Slaves, et dans la mise en œuvre de la solution finale. La Waffen-SS connaît une forte expansion au cours de la guerre, passant de 100 000 hommes en 1940 à plus de 900 000 en 1945. Elle recrute de plus en plus de volontaires étrangers issus des pays occupés ou alliés de l'Allemagne. Ces unités étrangères représentent près de 70% des effectifs de la Waffen-SS en 1944. Elles sont motivées par diverses raisons, comme l'adhésion au nazisme, l'anticommunisme, le pangermanisme, le nationalisme ou le régionalisme. La Waffen-SS est dissoute à la fin de la guerre et déclarée organisation criminelle par le tribunal de Nuremberg. Des membres sont jugés, condamnés ou emprisonnés pour leurs crimes ou s'enfuient à l'étranger. Certains bénéficient de l'amnistie, de la prescription ou de la clémence des autorités. D'autres sont réhabilités ou glorifiés par des mouvements néo-nazis ou révisionnistes. La Waffen-SS reste aujourd'hui un sujet de controverse et de mémoire en raison de son rôle dans la guerre et dans l'horreur nazie. Quand on évoque la campagne des sous-marins et la bataille de l'Atlantique, il s'agit ni plus ni moins de la lutte entre les forces navales et aériennes alliées et les sous-marins et navires de surface de l'Axe pour le contrôle des voies maritimes vitales, pour l'approvisionnement et le transport des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille a duré de 1939 à 1945 et a été la plus longue et la plus complexe de la guerre. Elle a impliqué des millions de marins, d'aviateurs et de civils, ainsi que des milliers de navires et d'avions. La campagne des sous-marins était la stratégie principale de l'Allemagne pour tenter
d'affamer et d'isoler le Royaume-Uni qui dépendait fortement des importations de nourriture, de matières premières et de matériel de guerre. Les sous-marins allemands, appelés U-boats, attaquaient sans relâche les convois de navires marchands alliés qui traversaient l'Atlantique en utilisant des tactiques de meute et des innovations technologiques comme le sonar, les torpilles acoustiques et les snorkels. Les Alliés ont répondu en organisant des systèmes de convois escortés par des navires de guerre et des avions, en utilisant le radar, le sonar, les grenades sous-marines, les charges de profondeur et les hérissons, en partageant les renseignements obtenus par le décryptage du code Enigma allemand et en construisant des navires de type Liberty et Victory pour remplacer les pertes. La bataille de l'Atlantique a connu plusieurs phases et tournants, avec des périodes de succès et d'échecs pour les deux camps. Les plus critiques ont été le temps heureux des U-boats en 1940-1941, lorsque les sous-marins allemands ont coulé des centaines de navires alliés avec peu de pertes. Le mai noir des U-boats en 1943, lorsque les Alliés ont infligé de lourdes pertes aux sous-marins allemands grâce à l'amélioration de leur tactique et de leurs couvertures aériennes. Et l'opération Teardrop en 1945, lorsque les U-boats, équipés de nouveaux missiles et torpilles, ont tenté une dernière offensive contre les convois alliés. La bataille de l'Atlantique a également eu lieu dans d'autres régions comme la Méditerranée, l'Arctique, les Caraïbes et le Saint-Laurent. Dans ces zones, les sous-marins et les navires de surface de l'Axe ont mené des raids et des attaques contre les navires alliés, tandis que les Alliés ont essayé de protéger leurs convois et de soutenir leurs opérations terrestres. Par exemple, la bataille du Saint-Laurent a vu les U-boats allemands pénétrer dans les eaux canadiennes et couler 23 navires entre 1942 et 1944, provoquant la mort de centaines de personnes. La bataille de l'Atlantique a été l'une des plus importantes et des plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. Elle a permis aux Alliés de maintenir leur approvisionnement et de préparer l'invasion de l'Europe occupée par les nazis. Elle a aussi coûté la vie à plus de 70 000 marins et civils des deux côtés et entraîné la perte de plus de 3500 navires marchands et 175 navires de guerre alliés, ainsi que de plus de 1000 sous-marins et 200 navires de guerre de l'Axe. Elle a été le théâtre de nombreux actes de bravoure, de sacrifices, de tragédies et d'horreur. Elle a marqué l'histoire et la mémoire de nombreux pays, notamment le Canada, qui a joué un rôle crucial dans la victoire alliée. La Luftwaffe était la force aérienne de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était dirigée par Hermann Göring, un des hauts dignitaires du régime. Elle avait hérité des expériences de la Luftstreitkräfte, la force aérienne de l'Empire allemand pendant la Première Guerre mondiale, qui avait produit des as comme Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge. La Luftwaffe a développé une doctrine basée sur la supériorité de l'offensive et le soutien rapproché des troupes au sol. Elle a utilisé des tactiques innovantes comme le bombardement en piqué, le combat aérien tournoyant et la coordination avec les blindés. Elle a aussi mis au point des armes nouvelles comme les missiles V1 et V2 et les premiers avions à réaction. La Luftwaffe a connu des succès remarquables au début de la guerre, notamment pendant la guerre d'Espagne, la campagne de Pologne, la bataille de France, la bataille d'Angleterre et l'opération Barbarossa. Elle a bénéficié d'un avantage technologique et d'une supériorité numérique sur ses adversaires, ainsi que de la présence de nombreux pilotes expérimentés appelés Experten, comme Erich Hartmann, le meilleur as de tous les temps avec 352 victoires. Cependant, la Luftwaffe a progressivement perdu son avance et sa domination face à la montée en puissance des forces aériennes alliées, notamment la Royal Air Force et l'US Army Air Force. Elle a souffert de plusieurs handicaps comme le manque de carburant, de pièces de rechange, de pilotes entraînés et d'avions performants. La dispersion de ses efforts sur plusieurs fronts, la gérance de Hitler dans les décisions stratégiques et le bombardement stratégique allié qui a détruit son potentiel industriel. La Luftwaffe a finalement été vaincue en 1945 après avoir subi de lourdes pertes humaines et matérielles. Elle a néanmoins laissé un héritage important dans l'histoire de l'aviation militaire, tant par ses innovations que par ses erreurs. L'Opel Blitz est un camion léger et rapide qui a été produit par la firme allemande Opel, filiale de la General Motors, entre les années 1930 et 1970. Il a été utilisé par la Wehrmacht, l'armée allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme véhicule de transport de matériel, de troupes, d'ambulances
de camions-citernes, de camions ateliers, etc. Il a été le principal camion de la Wehrmacht avec près de 82 000 unités construites entre 1937 et 1944. Il a été décliné en plusieurs versions, dont un semi-chenillé, l'Opel Moltier, qui pouvait être équipé de canons anti-aériens ou de lance-fusées. L'Opel Blitz a été un élément de la logistique allemande qui a permis de soutenir les opérations militaires sur les différents fronts. Il a fait preuve d'une grande fiabilité et s'est bien adapté aux conditions climatiques et routières. Il a été surnommé le camion de livraison rapide par la publicité d'Opel, qui cherchait un nom court et facile à prononcer dans toutes les langues. Il a également été le symbole de la collaboration économique entre l'Allemagne nazie et les États-Unis, puisque Opel était une filiale de General Motors, qui a continué à produire des camions pour la Wehrmacht malgré la guerre. L'Opel Blitz a été remplacé par d'autres modèles d'utilitaires après la guerre, comme le Combo, le Vivaro ou le Movano, qui continuent l'histoire de la marque Opel dans le domaine du transport. Opel Blitz reste cependant un nom emblématique qui a donné naissance au logo actuel de la marque, représentant un éclair. La machine Enigma est un dispositif de chiffrement utilisé par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle permettait de transformer un message en une suite de lettres apparemment aléatoires qui ne pouvaient être déchiffrées qu'avec une machine Enigma réglée de la même manière que celle qui avait chiffré le message. La machine Enigma était composée d'un clavier, d'un tableau de connexion, de 3 ou 4 rotors et d'un réflecteur. Chaque jour, les opérateurs allemands recevaient une feuille de réglage qui indiquait comment configurer la machine pour chaque message. Ces réglages étaient modifiés régulièrement pour augmenter la sécurité du chiffrement. La machine Enigma a été l'objet d'une intense cryptanalyse de la part des Alliés qui cherchaient à percer les secrets des communications ennemies. Les premiers à réussir à déchiffrer les messages Enigma furent les Polonais qui parvinrent à reconstituer le fonctionnement de la machine et à construire des répliques grâce à des renseignements obtenus par des espions et à des méthodes mathématiques. Les Polonais partagèrent leur découverte avec les Français et les Britanniques en 1939, peu avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Les Britanniques poursuivirent les efforts de cryptanalyse à Bletchley Park, un centre secret où travaillaient des mathématiciens, des linguistes, des militaires et des agents de renseignement. Parmi eux, Alan Turing, considéré comme le père de l'informatique, qui inventa une machine électromécanique appelée bombe, capable de tester rapidement des milliers de combinaisons de réglages Enigma. Les bombes Turing permirent de décrypter les messages de la marine allemande qui utilisait une version plus complexe d'Enigma avec 4 rotors. Le décryptage des messages Enigma fut crucial pour les Alliés qui purent anticiper les mouvements et les stratégies des forces allemandes sur les différents fronts. Il est estimé que le conflit en Europe a été écourté d'au minimum 2 ans grâce à la cryptanalyse des chiffres et des codes allemands. La machine Enigma est donc un symbole de la guerre secrète qui s'est déroulée en parallèle de la guerre conventionnelle. Elle illustre également les progrès scientifiques et technologiques réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont ouvert la voie à l'ère de l'informatique et de la cryptographie moderne. L'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale a été dirigée par Adolf Hitler, qui était à la fois le chef du parti nazi et le commandant en chef des forces armées du Reich. Il a nommé des généraux et des maréchaux pour commander les différentes branches de l'armée, comme la Heer, l'armée de terre, la Kriegsmarine, la marine de guerre, la Luftwaffe, l'armée de l'air, et les Waffen-SS, les unités militaires du parti nazi. Parmi les leaders les plus connus de l'armée allemande, on peut citer Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, qui a commandé l'Afrika Korps en Afrique du Nord et a été respecté par ses adversaires pour son courage, son honneur et son humanité. Il a été impliqué dans le complot contre Hitler et s'est suicidé pour éviter la répression. Heinz Guderian, considéré comme le père de la guerre éclair, la Blitzkrieg, qui a conçu et mis en œuvre la technique combinée des chars d'assaut et de l'aviation. Il a remporté plusieurs victoires contre les armées françaises, polonaises et soviétiques. Il a été écarté du commandement par Hitler à plusieurs reprises, mais a fini par devenir chef d'état-major de l'armée de terre en 1944. Hermann Göring,
chef de la Luftwaffe et dauphin désigné de Hitler. Il a supervisé le développement de l'aviation allemande, qui a joué un rôle crucial dans les premières phases de la guerre. Il a également été responsable de l'organisation du pillage des œuvres d'art dans les pays occupés. Il a été capturé par les Alliés à la fin de la guerre et s'est suicidé avant son exécution. Wilhelm Keitel, chef de l'Oberkommando, der Wehrmacht, l'OKW, le grand état-major de l'armée allemande. Il a été le principal exécutant des ordres d'Hitler sans jamais le contredire ni le critiquer. Il a signé la capitulation sans condition de l'Allemagne le 8 mai 1945. Il a été jugé pendu lors du procès de Nuremberg. La discipline de fer de l'armée allemande était fondée sur le principe de la responsabilité du commandement, qui impliquait que chaque chef était responsable de ses subordonnés, mais aussi de ses propres actions. Elle visait à assurer la cohésion, l'efficacité et la loyauté des soldats allemands, qui étaient considérés comme des citoyens en uniforme au service de la nation et de la Constitution. Cependant, cette discipline a aussi été utilisée pour justifier des crimes de guerre et des atrocités commises par l'armée allemande, notamment sur le front de l'Est, où les ordres d'Hitler étaient d'appliquer une politique de terreur et d'extermination contre les populations civiles et les prisonniers de guerre. L'armée allemande a ainsi été impliquée dans la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe, en participant aux massacres, aux déportations et à la collaboration avec les Einsatzgruppen, les unités mobiles de tuerie des SS. L'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale a connu des succès initiaux, mais aussi des limitations, des défaites et des leçons. Voici quelques éléments de réponse. Les limitations de l'armée allemande étaient liées à ses ressources, à sa stratégie et à son idéologie. L'Allemagne manquait de matières premières, notamment de pétrole, pour alimenter sa machine de guerre. Elle devait donc chercher à s'emparer des sources d'approvisionnement, comme les champs pétrolifères du Caucase ou du Moyen-Orient, mais sans succès. Sa stratégie reposait sur la guerre éclair, la Blitzkrieg, qui consistait à percer le front ennemi avec des chars d'assaut et des avions, puis à l'encercler et à le détruire. Cette tactique était efficace contre des armées mal préparées ou inférieures en nombre, mais elle se heurtait à des difficultés face à des adversaires plus résistants ou mieux équipés, comme les soviétiques ou les forces anglo-américaines. L'idéologie nazie, fondée sur le racisme et la supériorité de la race aryenne, conduisait l'armée allemande à commettre des atrocités contre les populations civiles, notamment les Juifs et les Slaves, et à se livrer à une guerre d'extermination. Elle provoquait aussi des tensions internes entre les différents corps de l'armée, comme la Wehrmacht, l'armée régulière, et les Waffen-SS, les unités militaires du parti nazi. Les défaites de l'armée allemande ont commencé à partir de 1942, lorsque les Alliés ont renversé le cours de la guerre. Sur le front de l'Est, l'armée allemande a subi des revers décisifs à Stalingrad et à Kursk, où elle a perdu des milliers de soldats et de chars. Elle a ensuite été repoussée par l'armée soviétique, qui a lancé de grandes offensives jusqu'à Berlin. Sur le front de l'Ouest, l'armée allemande a été surprise par le débarquement des troupes anglo-américaines en Normandie le 6 juin 1944, qui a ouvert un second front. Elle a été contrainte de se replier vers l'Allemagne, malgré une contre-offensive désespérée dans les Ardennes en décembre 1944. Sur le front du Sud, l'armée allemande a été chassée d'Afrique du Nord et d'Italie par les forces britanniques et américaines, qui ont bénéficié de la supériorité aérienne et navale. Sur le front du Pacifique, l'armée japonaise, alliée de l'Allemagne, a été vaincue par les États-Unis qui ont utilisé la bombe atomique contre Hiroshima et Nagasaki en août 1945. L'Allemagne a capitulé sans condition le 8 mai 1945 et le Japon le 2 septembre 1945. Les leçons de l'armée allemande ont été tirées après la guerre, par les vainqueurs comme par les vaincus. Les vainqueurs ont reconnu la valeur militaire de certains généraux allemands, comme Erwin Rommel ou Heinz Guderian, qui ont été des maîtres de la guerre de mouvement et de la tactique blindée. Ils ont aussi étudié les innovations technologiques allemandes, comme les fusées V1 et V2, les avions à réaction et les sous-marins. Ils ont surtout dénoncé les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'armée allemande en organisant des procès comme celui de Nuremberg pour juger les responsables. Les vaincus ont dû assumer la culpabilité collective de leur participation à la guerre et à la Shoah en acceptant la dénazification et la démocratisation de leur pays. Ils ont aussi dû reconstruire leur armée sur de nouvelles bases en renonçant à la revanche et à l'agression et en s'intégrant
dans des alliances comme l'OTAN ou la Communauté européenne de défense. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.